Vous regardez, c'est pas tous les jours dimanche, et tout de suite, l'invité de la semaine. Bonsoir Jean-Yves Le Drian. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères, de la Défense et, je le disais, président du comité de soutien de la tête de liste de la majorité, Valérie Ayé. On parlera bien sûr dans un instant de la campagne des Européennes. Vous nous direz si la cause de la majorité est perdue d'avance. Mais d'abord, les sujets internationaux, et ils sont nombreux. Je voudrais qu'on commence par ce qui se passe au Proche-Orient. Le président américain Joe Biden a donc présenté une initiative en vue d'un cessez-le-feu. Reprenant une proposition israélienne, un plan en 3 phases. La première impliquant un cessez-le-feu de 6 semaines, le retrait des troupes israéliennes des zones densément peuplées de Gaza et la libération de certains otages. Est-ce qu'il y a des chances, Jean-Yves Le Drian, que ce plan aboutisse? D'abord, c'est une bonne nouvelle que le président Biden lui-même propose un plan pour aboutir à un cessez-le-feu et un processus qui permettrait d'arrêter cette guerre. Ensuite, il a eu des mots très forts, puisque lui-même dit il faut arrêter cette guerre. Ce que n'a pas manqué de relever Benjamin Netanyahu en disant maintenant, j'ai pas fini. Ouais. Il faut arrêter cette guerre parce que cette guerre est dramatique, parce que c'est l'apocalypse, parce qu'il y a de la violence indiscriminée et parce que je ne pense pas, pour ma part, qu'Israël serve son intérêt en poursuivant ces bombardements à Rafah qui n'avaient pas lieu d'être initialement et qui finalement se développent encore aujourd'hui. Donc il faut en urgence procéder à la mise en œuvre de ce plan. Ce plan présente des avantages discutable, il est d'ailleurs très élaboré, c'est pas uniquement une déclaration, c'est un dispositif très élaboré et qui devrait, je l'espère, permettre à ce que des négociations puissent avoir lieu pour aboutir au cessez-le-feu et puis progressivement à la libération des otages. C'est indispensable pour tout le monde, pour la sécurité de la région, indispensable pour l'avenir d'Israël lui-même et indispensable évidemment pour le peuple palestinien qui est traumatisé, meurtri par tout ce qui se passe en ce moment. Il y a un instant, vous avez eu des mots très forts sur ce que l'on a vu, les images de ces bombardements à Rafah, ces dizaines de civils qui sont morts. À quoi est-ce que l'on a assisté cette semaine? Est-ce que c'est un massacre, un carnage? Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu ce qui s'est passé à Rafah cette semaine? Moi, j'ai perçu ça comme un carnage. Après, il y a eu les explications, mais des explications dans ce milieu-là et dans cette atmosphère-là ne satisfont personne. Parce qu'il importe d'arrêter cette violence indiscriminée. Mais on ne peut dire ça, Benjamin Duhamel, on ne peut dire ce que je dis que si, avant le 7 octobre, on a condamné avec autant de fermeté les attentats menés par le Hamas et la manière dont ce drame s'est déroulé, cette logique antisémite qu'on n'a jamais vue depuis la dernière guerre. Il ne faut pas d'hémiplégie. Non. Alors maintenant, c'est grave. Donc on le dit avec beaucoup de force. On dit que ça ne sert pas les intérêts d'Israël, ça ne sert pas sa sécurité, que c'est finalement, vu de mon côté, une fabrique à des générations de terroristes. Et que ça ne sert pas non plus la lutte contre le Hamas, mais pour cela, il faut le cessez-le-feu, il faut engager une procédure différente. Mais il fallait dire les deux. Certains ne font pas les deux. Parce que certains utilisent telle action contre telle ou telle communauté, et il faut éviter l'explosion des haines, y compris en France. Vous dites certains, pour dire les choses, vous visez quoi? Une partie de la France insoumise? Je donne pas de nom. Mais je vois bien que certains sont plus actifs pour dénoncer l'action d'Israël, qui doit être dénoncée, que pour dénoncer ce qui s'était passé le 7 octobre. Il faut dire les deux. La France insoumise utilise ce mot génocide sur ce qui est en train de se passer. Je ne le crois pas. Le génocide correspond à des critères particuliers, qui est crime de guerre sans doute, mais génocide, ce n'est pas le vocabulaire que j'utiliserai. Jean-Yves Le Drian, vous avez pris la parole pour dire qu'il fallait reconnaître un État palestinien. Je vous cite, c'était dans les colonnes du Parisien. Cette reconnaissance est devenue indispensable si l'on veut maintenir en vie la solution de 2 États se développant dans des frontières sûres et respectées. Ça, c'est votre prise d'opposition, elle est forte, elle a été beaucoup commentée. Là où le président, lui, dit ce n'est pas tabou, mais il ne faut pas agir sous le coup de l'émotion. Pourquoi est-ce que le président ne vous écoute pas et ne veut pas faire comme ce qu'a pu faire l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, reconnaître là, tout de suite, un État palestinien? Moi, je suis un peu plus libre de ma parole. Et je ne suis plus en responsabilité. Et je conçois très bien les contraintes diplomatiques que peuvent entraîner par la France la reconnaissance d'un État palestinien
dans des frontières sûres et respectées et les deux États se reconnaissant mutuellement. Évidemment, je conçois ça très bien. Et puis le fait que la France soit membre permanent du Conseil de sécurité, joue un rôle majeur en Europe, tout ça nécessite de la préparation. Mais je pense que pour 2 raisons, il faut accélérer. D'abord parce que la solution à 2 États, elle est fragile. Il y a aujourd'hui des forces qui la combattent. Il y a le Hamas, qui n'a jamais accepté la présence d'Israël et qui combat la présence d'Israël, y compris dans ces cartes que vous connaissez. Et puis il y a l'extrême droite israélienne qui refuse la perspective même d'un État palestinien. Et dont certains menacent aujourd'hui de faire exploser la coalition gouvernementale. Mais il n'y a pas d'autre solution. Elle sera très difficile. Tout le monde convient depuis Oslo, depuis 1993, qu'il n'y a pas d'autre solution. Et donc il faut se mettre en situation de ne pas de faire vivre ce projet. Et ça le fait de reconnaître l'État palestinien y contribue. Puis il y a une deuxième raison, c'est que il faut donner au peuple palestinien une perspective. Il n'y a rien de pire qu'un peuple sans destin et sans horizon. À ce moment-là, il risque de tomber dans le terrorisme. Il faut donner au peuple palestinien une autre perspective que celle du Hamas. Mais Jean-Yves Le Drian, et donc la reconnaissance, c'est avec l'autorité palestinienne, évidemment. Je vous entends, mais alors pourquoi autant de pusillanimité, de frilosité du côté de la majorité? Je le disais, Emmanuel Macron qui dit qu'il ne faut pas agir sous le coup de l'émotion. Je lisais encore dans une interview de Stéphane Séjourné, votre successeur dans les colonnes du Journal du Dimanche, qui parlait même de posture politique concernant certains qui défendent la reconnaissance d'un État palestinien. Pourquoi ne pas vous suivre et faire cela tout de suite? Je conçois très bien que cela puisse prendre un petit peu de temps. J'observe simplement que sur ce sujet-là, on ne peut pas dire d'un côté la solution de la crise est une solution à 2 États qui se respectent et se reconnaissent mutuellement, et de l'autre empêcher l'émergence du deuxième État. Et il faut le faire dans la suite de la logique des accords d'Oslo de 1993, c'est-à-dire avec l'autorité palestinienne, contre le Hamas, ça veut dire et donc, contre le Hamas. Très clair, pour vous, il faudrait le faire maintenant. Mais parce que c'est la phase où il faut l'engager. Alors il va y avoir, je pense, des négociations, je l'espère, je compte sur les négociateurs qataris et égyptiens pour pousser à ce que ce processus se mette en œuvre, mais la détermination du président Biden est assez forte. Et puis ensuite, il faudra bien poser des problèmes politiques, il faut donner une perspective politique. Sinon, il y aura des générations qui en souffriront et on n'arrivera jamais, ce sera la guerre sans fin. Mais le ministre Séjourné, moi je l'ai lu aussi ce matin, il dit il faut avancer sur le sujet. Mais avancer, mais attendez, et vous avez des opposants politiques, vous avez aussi, pour les Palestiniens, l'idée d'avancer. Jean-Yves Le Drian, vous savez aussi bien que moi que la solution à 2 États, c'est la ligne de la diplomatie française depuis tellement d'années, sans qu'il n'y ait d'avancée concrète. Et donc, encore une fois, la question qui se pose, c'est pourquoi C'est pour ça qu'il faut sortir de l'incantation. Et c'est pour ça que je suis assez clair sur mes positions, même si j'entends bien que ça ne peut se faire que s'il y a une autorité palestinienne relégitimée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un mot encore sur là pour le coup les arguments qui sont utilisés pour ceux qui refusent une reconnaissance tout de suite de l'État palestinien. Jordan Bardella, par exemple, la tête de liste du Rassemblement national, dit reconnaître la Palestine maintenant, ce serait, ouvrez les guillemets, légitimer le Hamas. Oui, c'est le contraire. Désolé, monsieur Bardella, c'est le contraire. Pourquoi ? Parce qu'il faut donner aux Palestiniens une perspective politique autre que celle du Hamas. Et que le Hamas, lui, ne reconnaîtra jamais Israël. Et là, les Israéliens ont raison. Donc il faut s'engager dans cette ligne. Pour qu'il y ait, pour le peuple palestinien, une espèce de destinée qui se projette, qui leur permet de vivre. Et puis aussi à l'égard des États arabes du voisinage qui ne peuvent pas imaginer que l'on puisse ainsi renoncer à ce qu'un peuple puisse avoir des responsabilités, un État, une affirmation politique. En même temps, dans l'esprit de ceux qui s'y opposent, l'idée c'est de dire, voilà, il y a eu le 7 octobre, il y a une autorité palestinienne qui est totalement dévitalisée, avec un leader Kakoshim, sans évidemment vouloir lui faire offense. Et il y aurait donc une reconnaissance de l'État palestinien ? Il faut relégitimiser l'autorité palestinienne dans le cadre de ce qui va se produire, je l'espère, après la 3e phase que vous avez indiquée dans le plan Biden. Juste avant de parler de la Cour pénale internationale, Jean-Yves Le Drian, juste sur les conséquences politiques de votre sortie, vous avez été suivi par Bernard Guetta, qui est aussi numéro 2 sur la liste de Valérie Ayé, qui lui aussi a appelé à accélérer sur la reconnaissance d'un État palestinien. Et on a vu la tête de liste, celle que vous soutenez, Valérie Ayé, parfois un petit peu... Vous lui avez pas franchement rendu service, non, en prenant cette position qui est légèrement, même pas légèrement, mais en décalage avec la majorité. Je l'espère quand même, parce que quand je lis ce que je lis depuis cette déclaration, je vois que le ministre des Affaires étrangères dit « il faut avancer ».
Et il a raison. Et je vois le président de la République dire ce n'est plus un tabou, c'est après mes déclarations. Et il a des entretiens avec le président Mahmoud Abbas sur la Donc, manière vous de êtes renforcer. à l'avant-garde de... Je ne sais pas si je suis à l'avant-garde, en tout cas j'ai dit ce que je pense. Sur la Cour pénale internationale, le procureur Jean-Yves Le Drian a donc requis un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, mais aussi contre des dignitaires du Hamas, notamment Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza. Est-ce que cette équivalence, le fait de prendre ces réquisitions au même moment, est-ce que ça vous a choqué? Je vais vous dire, Benjamin Duhamel, moi je ne commande jamais les réquisitions d'un procureur. J'attends. Contrairement à toutes les diplomaties occidentales, j'attends les décisions, votre successeur, j'attends les décisions de la Cour. Seule la Cour a la légitimité pour agir et pour dire ces réquisitions ne me surprennent pas, mais j'attends la décision de la Cour. La Cour pénale internationale, c'est une institution importante, reconnue par la France, soutenue par la France. Elle doit dire le droit. C'est à elle de le dire, c'est pas au procureur. Donc attendons. Donc vous voulez pas nous dire si ça vous a choqué ces réquisitions? Et quand je ne fais pas de commentaires sur les réquisitions d'un procureur. Non, mais vous voyez bien. Non, mais Jean-Yves Le Drian, vous voyez le débat politique qu'il y a eu. Oui, moi, j'ai par exemple entendu Éric Ciotti, le patron des Républicains, dire qu'au fond, il fallait carrément que la France sorte. Qu'ils le disent. Des traités il faut attendre liant la France à la Cour pénale internationale. Monsieur Ciotti, attendez la Cour. Respectez le droit. Là, encore une fois, je fais appel à votre expérience, Jean-Yves Le Drian, et c'était d'ailleurs la question que je posais ce midi à Manon Aubry, qui, elle, a non seulement reconnu, mais s'est félicité des réquisitions du procureur de la Cour pénale internationale. Je lui disais, si d'aventure la Cour suit les réquisitions, est-ce que ça veut dire que si Benjamin Netanyahou met un pied sur le territoire français, il faudra l'arrêter? Et Manon Aubry disait oui. On verra ce que dira la Cour. Je ne commande pas plus, par mon expérience, figurez-vous. Bien. Je n'en aurai pas plus sur ce sujet? Non. Bon. Je fais une insiste pour évoquer la campagne des Européennes. La France Insoumise a fait le choix de mettre la question palestinienne au cœur de sa stratégie. Une personnalité incarne ce choix, Rima Hassan, juriste franco-palestinienne, dont les tweets, déclarations font parfois polémique. Une des dernières en date, Israël est une monstruosité sans nom, dit Rima Hassan, 7e sur la liste de la France Insoumise. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut critiquer durement, s'opposer vigoureusement à la manière dont Israël se comporte à l'égard du peuple palestinien que si, au préalable, on a dit avec beaucoup de clarté que le Hamas était une organisation terroriste et que nous la condamnions avec autant de force. Autrement, ça ne marche pas. Et autrement, ce sont des arguments de campagne. C'est de la facilité et c'est même assez ignoble. C'est ignoble, vous dites ces mots-là? Tout à fait. Est-ce que c'est antisémite? Je dis que c'est ignoble pour l'instant, mais il y a des tendances à l'antisémitisme qui sont sous-jacentes dans beaucoup de propos de LFI. Sous-jacent, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole dans une note sur son blog en disant les choses suivantes: l'antisémitisme reste résiduel en France. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Certains l'animent, certains soufflent sur les braises, ce qui est tout à fait détestable. Je pense qu'il faut éviter cette diffusion des haines à partir de ce qui se passe au Proche-Orient. Mais comment vous l'expliquez? C'est quoi? C'est de l'électoralisme ou c'est un soutien sincère à la cause des Palestiniens? C'est un électoralisme qui est variable, puisque Mme Le Pen maintenant devient un défenseur de la communauté juive, alors qu'auparavant l'histoire du Front National était l'inverse. Et issu du socialisme, qui défendait Israël à de nombreuses reprises publiquement et qui a toujours soutenu la communauté juive en France, Jean-Luc Mélenchon fait l'inverse. Donc il y a un croisement des indignations qui ne me plaît pas du tout. Jean-Yves Le Drian, je voudrais qu'on aborde la situation en Ukraine. Comme ancien ministre de la Défense sous François Hollande, des Affaires étrangères sous Emmanuel Macron, vous avez une vision large de ce conflit depuis l'annexion de la Crimée en 2014. La semaine a été marquée par l'autorisation donnée par la France, les États-Unis, l'Allemagne notamment, aux Ukrainiens d'utiliser des armes occidentales pour frapper des cibles militaires en Russie, d'où des missiles étaient tirés. Est-ce que c'était nécessaire ou est-ce que, comme certains le disent, certaines têtes de liste me le disaient encore ce midi, il y a un risque de co-belligérance si d'aventure il y a des cibles militaires en Russie qui sont frappées par des armes occidentales? Ah non, pas du tout. Mais auparavant, l'Ukraine, ça ne se résume pas à cela. On est rentré dans une guerre d'usure, dans une guerre de fatigue, dans une guerre d'épuisement d'une certaine manière. Ça dure depuis plus de 2 ans. À mon avis, c'est pas fini, loin de là. La guerre va être longue? La guerre va être longue, la Russie grignote un peu, l'Ukraine se défend. Et l'enjeu,
C'est ce qu'on appelle en termes militaires, excusez-moi d'utiliser ce mot, Mmh. la profondeur stratégique, qui permet de tenir dans ces cas-là, sur la longue durée. A priori, la Russie a une plus grande profondeur stratégique que l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'elle est plus grande, parce qu'elle a plus d'habitants, parce qu'elle a des usines et une tradition industrielle de matériel de guerre. Bref, a priori, c'est mieux pour elle. Mmh, mmh, mmh. Et donc, a priori, ils se disent, en plus, ils ont changé, vous avez vu, le ministre de la Défense, pour mettre en place un ministre qui a l'habitude de la production d'équipements militaires et non pas un chef de guerre. Bref, cela nous permet de dire que malheureusement, ça va durer longtemps et la profondeur stratégique pour l'Ukraine, c'est l'Europe. Et donc l'Europe Et donc doit il assumer faut ses autoriser, responsabilités. donc il fallait autoriser à frapper. Ben, je pense Parce que c'est intéressant, au début du conflit, c'était une ligne rouge. C'est-à-dire oui, l'idée de mais dire... les chars aussi. Donc qu'est-ce que vous nous dites? C'est qu'au fond, à chaque fois, les lignes rouges se déplacent? Non. Progressivement, la prise de conscience de la légitimité, de la légitime défense de l'Ukraine se fait. Et progressivement, on permet à l'Ukraine de se défendre face à l'agression et la barbarie qui est développée par la Russie. Et sur Kharkiv, quand même, on ne peut pas demander à l'Ukraine d'attendre que des missiles russes viennent de l'extérieur de Kharkiv, qui se trouve tout près de la frontière. Il faut comprendre cela par une carte. Et d'attendre passivement que ça leur tombe dessus, alors que ça vient de l'extérieur et qu'ils ont en plus les outils pour faire. Donc l'autorisation me paraît justifiée. Là encore, c'est sur des sites spécifiques, parce qu'il y a des contraintes pas des civils. Et puis sur Kharkiv en particulier. Je fais des allers-retours avec la campagne des Européennes. On entend certaines têtes de liste, en l'occurrence surtout à l'extrême droite, mais aussi côté de la France Insoumise, dire attention sur les armes. Il faut que ça reste des armes défensives. Il ne faut pas permettre à l'Ukraine de pouvoir frapper la Russie. Quand vous entendez ça, armes défensives, voire, Marion Maréchal dit carrément il faut arrêter de livrer des armes. Oui, elle signe un peu ce qu'elle pense en matière de stratégie et de conception de l'Europe. Ça veut dire que la démocratie ukrainienne peut tomber et que ça n'émouvra personne et que demain, après-demain, ce sera d'autres pays qui seront sous l'emprise de l'offensive russe. Bref, la réalité, c'est que il faut aider l'Ukraine fortement, de manière continue, avec beaucoup de détermination. C'est ce que nous faisons et nous devons continuer à le faire parce qu'il s'agit à la fois de notre sécurité et de l'avenir de la démocratie. Jusqu'à envoyer des troupes au sol? Non, pas. On a beaucoup glosé sur ce. Il faut remettre les choses. C'est le président de la République qui a lancé cette idée. C'est pas nous. Rappelez-vous comment il l'a lancé. Il a dit si d'aventure. Je connais à peu près la phrase. Il y avait une percée russe, virgule. Et que les Ukrainiens le demandaient. Virgule, il faudrait se poser la question, point. Pardon, mais vous connaissez, le terrain, percée russe et demande des Ukrainiens, c'est pas totalement invraisemblable comme condition. Non, c'est pas, faut-il tout ça. Par contre, la réalité, et il a tout à fait raison, le président de la République, sur ce point comme sur beaucoup d'autres concernant l'Ukraine. Dans une situation conflictuelle comme cela, face à une puissance désinhibée, qui fait de l'agitation tous azimuts, menace tous azimuts, qui est en même temps spécialiste de détournement de l'information, il faut faire deux choses de manière permanente. Un, faire ce que l'on dit. Faire ce que l'on dit. Et ne pas dire ce qu'on ne fera pas. Et ne pas dire ce qu'on ne fera pas. Ce sont les formules que j'utilise et c'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'il faut laisser le doute. Parce qu'il faut laisser le doute. On ne sait pas. Donc on vous laisse le doute. Il y a quelqu'un qui visiblement n'est pas convaincu par cette stratégie, c'est Nicolas Sarkozy, l'ancien président. Il a pris la parole dans le Figaro. Être fort avec Poutine, c'est prendre le risque de négocier directement et fermement avec lui, pas d'engager un engrenage guerrier aux conséquences incalculables. Je ne peux me résoudre à voir le pays de Tolstoï et celui de Balzac entrer en guerre. A-t-on seulement réfléchi aux conséquences? Je ne suis pas sûr de cette analyse de Nicolas Sarkozy, qui a vu comment se comportait Poutine lorsque lui-même, Nicolas Sarkozy, présidait l'Union européenne. C'était le tour de la France en 2008, lors de l'affaire de Géorgie. Où finalement, sur l'initiative de Nicolas Sarkozy, il y a eu des actions qui ont été menées. Le résultat, c'est que la Russie occupe 2 régions de la Géorgie. Donc, l'Abkhazie et l'Ossétie. Oui, et c'était une préparation. C'était le premier acte. Il y en aura d'autres. Mais c'est quoi, sur ces discours, Nicolas Sarkozy et d'autres, vous dites au fond, il faut faire attention à une forme d'esprit munichois face à Vladimir Poutine? Il faut faire attention au relativisme. L'affaire ukrainienne est suffisamment majeure pour que l'on tienne des positions fortes et que l'on interdise à ce qu'un
une puissance comme la Russie, complètement désinhibée, disent les frontières, ça ne me concerne pas. Ce pays, je déclare qu'il est chez moi et je l'occupe. C'est une posture de guerre qui est inacceptable dans un fonctionnement planétaire qui se voudrait cohérent et respectueux d'un certain nombre de principes de droit qui aujourd'hui sont en train de tomber. Jean-Yves Le Drian, je voudrais qu'on parle de la campagne des européennes. Je rappelle que vous êtes président du comité de soutien de Valérie Ayé. Du soutien, elle en a besoin. Oui. Sondage est là pour la Tribune dimanche et BFM TV. Valérie Ayé qui fait la moitié du score de Jordan Bardella. 16% contre 32,5% pour la tête de liste Rassemblement National. C'est un chemin de croix, cette campagne? Non, je pense que ce qui est, pour ma part, le plus grave, c'est que malgré de nombreuses émissions de radio, de télévision, le sujet n'est pas perçu par les Français. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'Europe est aujourd'hui face à son destin, ou bien, on parlait de l'Ukraine, ou bien elle est forte, elle est capable d'assurer la protection de ses concitoyens, d'être une forme de bouclier dans tous les domaines, y compris dans le domaine militaire, pour tenir face aux puissances désinhibées que j'évoquais tout à l'heure, et surtout qu'elle soit capable de tenir son rang, sa place, sa force dans une confrontation qui est en train de se préparer entre les États-Unis et la Chine pour ne pas être ballottés de l'un à l'autre. Il faut qu'il y ait une Europe forte et puissante. C'est ça le sujet. Oui, mais c'est ça le sujet. Mais visiblement, les Français ne le comprennent pas, ont envie de sanctionner la majorité présidentielle. Je trouve que c'est... Décident de mettre le Rassemblement Si moi national je ne dis pas ça, Benjamin Duhamel, avec mon histoire personnelle et les moments que j'ai passés dans les responsabilités de l'État en France, qui le dira? Je dis, attention, mais qu'est-ce qui ne marche pas, alors? La situation est grave. Oui, mais qu'est-ce qui ne marche pas dans cette campagne? Quand je vois M. Bardella, je vais en parler de M. Bardella dans un instant, à ce niveau de sondage, on ne sait pas ce que ce sera à la fin de la semaine. Et vous vous rappelez, avec raison, que la dernière semaine pour les élections européennes, elle est tout à fait déterminante. Mais ce n'est pas un vote d'humeur, je voudrais dire aux Françaises et aux Français, ce n'est pas un vote d'humeur. On peut être d'accord ou pas d'accord avec telle ligne, telle décision prise par le président Macron, par le Premier ministre. Bon, qu'on le dise. Mais là, c'est notre avenir collectif qui est en jeu. L'avenir des 450 millions d'Européens qui veulent, dans les années qui viennent, jouer un rôle pour ne pas être ballottés de l'un à l'autre, de crise en crise. Et donc, c'est ça l'enjeu de ces élections. Et comme présidente du comité de soutien, qu'est-ce qui ne marche pas dans cette campagne? Pourquoi je pense ça ne marche pas? Je pense que les Français ne se rendent pas compte de l'ampleur du sujet. Donc c'est de la faute des Français, c'est pas de la faute de la majorité ou de la candidate? Non, la candidate, j'ai beaucoup de respect pour elle. Je trouve que même elle est impressionnante par à la fois l'ampleur de ses connaissances et la volonté d'exposer tout ça. Elle dit tout cela. Mais ce n'est pas entendu. Il y a une interrogation collective que nous devons avoir. Peut-être que dans une semaine, ça sera plus entendu. Mais c'est grave, la situation. Parce que si on considère qu'il faut déliter l'Europe, parce que moi, j'ai le programme de M. Bardella. Quand je lis le programme de M. Bardella, je ne sais pas si vous avez lu les feux verts, les feux rouges, etc. C'est ce qu'il appelle la stratégie tricolore. La stratégie tricolore. Eh bien, je dis aux Françaises et aux Français de bien le lire. Parce que l'Europe de M. Bardella, demain, qu'est-ce que c'est? La protection civile, c'est très bien. Et Erasmus. Point barre. Tout le reste, c'est à négocier. Et ça ne peut pas se négocier parce que tout le reste est dans les traités. Et donc les affirmations qu'il pose nous amènent à une Europe qui se délite de l'intérieur et qui ne sera pas en situation d'affronter les grands enjeux de demain. Mais en l'état, Jean-Yves Le Drian, ça convainc les Français. Quel échec de la part d'un président de la République. J'espère y contribuer. Quel échec de la part d'un président de la République qui, en 2017, au soir de son élection, disait « Mon objectif, c'est que les Français n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes ». Et là, 7 ans plus tard, on en est là. Là, honnêtement, je trouve que pendant le premier quinquennat du président Macron, l'Europe a considérablement bougé. Et l'Europe a bougé sous l'impulsion du président de la République. C'est-à-dire que l'Europe a traversé des crises qui, dans un passé plus ancien, auraient été insurmontables. Le Brexit, ça s'est passé, malgré Mme Le Pen qui souhaitait à ce moment-là le soutenir et qui développait le Frexit. Mais M. Bardella est aujourd'hui aussi dans la logique de Frexit. M. Bardella a le Frexit honteux, le Frexit non avoué. Parce que lorsqu'on applique son programme, on voit bien que l'Europe de l'intérieur se vide parce qu'il n'ose pas dire
parce qu'il n'a pas le courage de dire « je veux sortir de l'Europe ». C'est ce que disait le Front National avant, maintenant il ne le dit plus parce qu'il a honte de le dire. On veut changer l'Europe de l'intérieur. Oui, eh ben, le changement de l'Europe, j'ai vu le titre de son programme, c'est « L'Europe revient ». Eh bien, mon impression, en le lisant et en analysant, en raison de mon expérience, j'ai été aussi ministre de l'Europe. Non, avec M. Bardella, c'est pas la France qui revient et l'Europe qui revit, c'est l'Europe qui s'en va. Et c'est ce qui va se passer, et c'est pour ça que la situation est grave, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine sécuritaire. Jean-Yves Le Drian, un mot malgré tout sur la candidate Valérie Ayé. C'est de notoriété publique, ça a été écrit par plusieurs journalistes, que vous faisiez partie de ceux qui auraient pu mener cette liste, avec également le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le président de la République, vous l'avez proposé d'être tête de liste? Oui, mais je lui ai dit, il le sait bien, qu'il y a un âge pour tout dans la vie. Et donc, j'avais passé 10 ans dans des fonctions régaliennes. J'avais arrêté mes fonctions en accord avec le président Macron et je considérais que ce n'était pas, finalement, ce n'était pas ma responsabilité d'agir là. Il fallait une nouvelle génération. Certains disent, Jean-Yves Le Drian, les cadors se sont planqués. Non. Et ont laissé quelqu'un comme Valérie Ayé aller dans une campagne sans avoir forcément les armes pour débattre face aux uns et aux autres. Les planqués, je vais vous dire où ils sont. Sur la liste de Glucksmann. Ah, pourquoi? Parce que Raphaël Glucksmann tient un propos européen très, très positif d'une certaine manière. Mais le seul problème, c'est que derrière, je ne vois pas comment ils peuvent être d'accord avec lui. D'ailleurs... Pourquoi? Vous pensez à qui par exemple, lorsque Glucksmann s'accapare, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, la pensée de Jacques Delors, je me dis, mais comment ça se fait que le lendemain ou le surlendemain, Olivier Faure, le patron actuel du PS, déclare nous sommes réformistes, mais nous sommes des réformistes radicaux. Et le réformisme radical, c'est la NUPES. Et la NUPES, c'est pas Jacques Delors. C'est le contraire. L'économie sociale de marché, c'est pas leur sujet. Et donc, je trouve qu'il y a un leurre autour de cette candidature-là. Parce que Raphaël Glucksmann lui dit, voilà, le renouveau de la social-démocratie, moi, je porte une ligne. Ce midi encore, il disait une rupture radicale avec la France insoumise. Vous ne le croyez pas sincère dans ce discours-là? Parce qu'il y a quelques jours, il disait pas ça. Sur la rupture radicale avec la France insoumise, j'ai vu il y a quelques jours, oui, il faut rassembler la gauche. C'est d'ailleurs ce que disent les socialistes qui sont derrière lui, qui se cachent derrière lui. Il faut continuer avec la France insoumise, sans Mélenchon, mais avec les autres. Donc, et même au-delà de cela, la social-démocratie, le dolorisme. Oui. Que vous incarnez. Je rappelle que vous avez été un compagnon de route de Jacques Delors. Un compagnon de route de Jacques Delors. Le dolorisme, c'est... Et c'est d'ailleurs aussi, j'ajoute, des électeurs comme vous qui aujourd'hui sont tentés par Raphaël Glucksmann, des macronistes venant de la gauche et qui se disent franchement, moi je dis on prend Catherine Vautrin au gouvernement, Rachida Dati au gouvernement, la réforme de l'assurance chômage, mais en l'occurrence, on est mal payé. Non, mais c'est pas le sujet, c'est le sujet de la campagne électorale et de l'Europe de demain et de la social-démocratie. La social-démocratie, c'est le Parti socialiste espagnol, le Parti socialiste allemand, qui sont très fermes sur leur position, sur l'économie sociale de marché, qui sont très fermes sur les valeurs fondamentales de la social-démocratie et qui passent des compromis. Et qui, par exemple, sur le grand emprunt, que M. Glucksmann n'a pas voté, qui est quand même un grand sujet. Oui, et en même temps, je suis étonné, Jean-Yves Le Drian, parce que sur ce même plateau, Valérie Ayé, au début de la campagne, me disait on vote avec Raphaël Glucksmann à 80 ou 90% ensemble. Sauf sur les gros sujets. Ah oui, mais donc on ne peut pas à la fois nous dire, c'est du faux réformisme et dire que vous votez en commun avec lui. Le grand emprunt, qui permet la relance de l'Europe, 800 milliards d'euros, qui ont permis à des projets liés au réchauffement climatique, mais des projets de réindustrialisation de se mettre en œuvre, c'est le fruit d'un compromis, c'est une avancée considérable pour l'Europe, et Glucksmann, le grand européen doloris, ne vote pas ce sujet. Mais c'est vrai aussi sur le pacte asile-migration, où tous les sociodémocrates votent. Et lui s'y oppose. Non, c'est vrai aussi sur le mix énergétique. Donc, on ne peut pas dire des choses d'un côté et faire le contraire de l'autre. Un tout dernier mot, je crois que vous serez en meeting cette semaine à Lorient. Ouais, à Lorient, à Rennes, dans plusieurs villes. Est-ce que vous aimeriez que le président de la République fasse un meeting aussi? Est-ce que c'est son rôle? Ça dépend de sa manière de percevoir l'élection. Mais il a dit une chose très vraie, qui reprend d'ailleurs des propos que j'ai tenus tout à l'heure. Ouais. L'enjeu est suffisamment grave pour que le président de la République s'en inquiète lorsqu'on voit
potentiellement s'affirmer une majorité qui voterait pour la désintégration de l'Europe. Là, l'enjeu devient fort. Et donc, s'il veut venir avec vous à Lorient... Il sera dans d'autres commémorations. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Drian, d'avoir été l'invité de BFM TV et de C'est pas tous les jours dimanche.